Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne QHSE Academy. Alors aujourd'hui, nous allons débuter notre formation de fin avril et début mai. C'est une formation relative à la conception et la réalisation des tableaux de bord et outils de pilotage de la performance. Et au cours de cette formation, il sera question pour nous de voir dans les moindres détails comment on conçoit et met en œuvre un système de pilotage depuis la définition de la stratégie jusqu'à la surveillance et la revue du système de pilotage, en passant par la conception, l'intégration et le déploiement du tableau de bord. Le module d'aujourd'hui est le premier module d'une série de 6 modules et est intitulé le déploiement stratégique des objectifs. La formation sera animée par moi-même. Je m'appelle Wadbo Yvan, je suis titulaire d'un master en QHSE. Je suis également formé en entrepreneuriat et montage de projets. Je suis concepteur et développeur de pages web. Je suis également concepteur qualifié en tableau de bord et pilotage de la performance. J'ai également subi d'autres formations dans les métiers de l'environnement et du développement durable, ainsi que dans les métiers du digital. J'invite tout d'abord toute personne qui ne s'est pas encore abonnée à notre chaîne de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir la suite de cette formation et recevoir également les vidéos des autres formations à venir. Avant de débuter la formation, nous allons premièrement rappeler les différents modules qui sont liés à la dite formation. Comme nous l'avons dit plus tôt, cette formation a pour but de voir dans les moindres détails comment on conçoit et met en œuvre un système de pilotage de la performance. Pour parvenir donc à cet objectif, nous avons décidé de repartir la formation en 6 modules ordonnancés comme suit. Premièrement, nous parlerons du déploiement des objectifs à travers la méthode SMART ou ASMART. Durant ce module qui fait office de cette vidéo, nous verrons comment définir nos objectifs stratégiques et comment les déployer. Dans le second module, nous verrons comment définir les indicateurs pertinents pour mesurer l'efficacité du système de management. Et en troisième module, et après avoir abordé le déploiement des objectifs et la définition des indicateurs pertinents, nous verrons dans ce troisième module comment consolider les indicateurs représentatifs de la performance du système de management au sein d'un document unique que l'on appelle le tableau de bord. Et en quatrième module, nous parlerons des principaux modes de représentation des indicateurs au sein d'un tableau de bord. En cinquième module, nous verrons quelle méthodologie adopter pour concevoir des tableaux de bord avec Excel. Et en fin de formation, nous verrons comment mesurer l'efficacité d'une démarche de gestion des connaissances. Le module d'aujourd'hui, qui est le module 1 de la dite formation, se déroulera comme suit. Premièrement, nous aborderons quelques notions importantes, à savoir la notion de tableau de bord et également la notion de pilotage et de performance. Secondairement, nous verrons comment définir les objectifs stratégiques. Et en troisième position, nous verrons le déploiement stratégique des objectifs. Et pour terminer, nous verrons pourquoi souvent nous constatons l'échec des actions d'amélioration. Nous commencerons le module par donner quelques notions importantes. Nous commencerons par la notion de tableau de bord. Commençons d'abord par définir le tableau de bord ou dashboard en anglais. C'est un outil de pilotage et d'aide à la décision ayant pour fonction de permettre la visualisation, le suivi et l'exploitation facile des données pertinentes sous forme de chiffres, ratios et de graphiques. Ces données pertinentes sont également appelées des indicateurs. Ces indicateurs, également appelés aussi KPI, Key Performance Indicator, ou indicateurs de performance clés, sont reliés aux objectifs dans le but de prendre des décisions et permettre à l'entreprise d'évaluer ses performances. Nous pouvons prendre comme exemple, pour illustrer ce que nous venons de dire, le tableau de bord d'une voiture qui illustre parfaitement de quoi il s'agit. Dans votre véhicule, vous visualisez les métriques, par métriques qui peuvent être confondues aux indicateurs. Nous avons les compteurs de vitesse, les jauges d'essence, les alertes de manque d'eau, les informations importantes qui vous permettent de piloter le véhicule.
Pour le management, le principe est le même. C'est un ensemble d'indicateurs vous alerte des dérives critiques, vous aide également à évaluer une situation, vous guide dans vos décisions et vous appuie pour communiquer des faits et motiver vos équipes autour d'un suivi d'objectifs. Si vous êtes également responsable HSE, le tableau de bord va vous permettre de contrôler la maîtrise effective ou non des risques, de suivre vos objectifs d'accident, de maladies professionnelles, d'absentéisme et de prendre, le cas échéant, des décisions qui s'imposent pour mener les actions nécessaires afin de rectifier et atteindre les objectifs fixés. Nous voyons donc ici que le tableau de bord peut être constitué comme un outil d'aide à la prise de décision. Maintenant, à la suite, nous verrons aussi quel est l'objectif du tableau de bord. De ce qui précède, nous avons pu déduire que le tableau de bord est un outil qui vous permettra de maîtriser le développement de votre activité en suivant les écarts entre la prévision et la réalité. Le tableau de bord occupe une place centrale, je tiens à le préciser, centrale dans les outils de gestion de tout dirigeant, manager, cadre ou chef d'équipe. Le tableau de bord est un véritable outil d'aide à la prise de décision. Après avoir abordé la notion de tableau de bord, nous aborderons maintenant la notion de pilotage et performance. Les systèmes de mesure de performance sont traditionnellement construits avec des modes de management désormais dépassés, privilégiant la planification et le contrôle. Il est fort bénéfique pour une entreprise de changer cette logique de pensée en passant du contrôle au pilotage. En entreprise, il est temps d'adapter le système de mesure de la performance afin qu'il remplisse pleinement son office, qui est d'assister le décideur en cours de son action afin qu'il puisse évaluer la pertinence et en corriger les paramètres lorsqu'il est temps. C'est là le rôle du tableau de bord. Aujourd'hui, la question est de savoir comment répondre aux nouveaux enjeux du pilotage. Tel est là l'objet de notre formation. La problématique de la réforme des systèmes de pilotage est en fait une mise en perspective de la notion de performance. La performance étant ici la recherche de l'efficacité et ne se résumant pas juste à l'amélioration du rendement. L'efficacité n'est pas nécessairement de faire plus, mais de faire mieux. Pour assurer un système de pilotage performant, il est important de mesurer toutes les formes de performance. Le décor étant ainsi planté, nous passons actuellement au développement du premier module intitulé le déploiement des objectifs stratégiques. Et en premier lieu, nous verrons la définition des objectifs stratégiques. Les objectifs qui sont fixés par les responsables, les entreprises, sont ou devraient être issus de l'enchaînement d'étapes ci-dessous. Parce que les dirigeants sont visionnaires et ambitieux. C'est eux qui sont à l'écoute du marché et également à l'écoute des clients et sont potentiellement aptes à définir et à bâtir une vision stratégique opérationnelle. Il est important que la définition des objectifs stratégiques suive un ensemble de canevas. Ce canevas va comme suit. Après que les dirigeants aient défini la mission, la vision de l'organisme, ils vont maintenant pouvoir définir ici quelles sont la stratégie. La stratégie étant le plan d'action que détermine l'entreprise pour s'aligner sur sa vision. La vision étant définie comme ce que l'on veut devenir. Je prends par exemple, si nous sommes en cas de santé et sécurité au travail, notre vision peut être d'être parmi les entreprises les plus préventives de la ville. Et maintenant, nous allons aligner une stratégie par rapport à cette vision. Par rapport à cette vision, notre stratégie peut être la mise en place des plans de prévention, la mise en place d'un système de gestion des risques. Bon, tout ce qui va avec, tout ce qui soutient notre vision. Après avoir défini la stratégie, il faudra définir la politique.
La politique, quant à elle, exprime l'engagement de la direction pour développer et soutenir la démarche de progrès. Si on veut par exemple prendre le cas d'une politique qui HSE, HSE par exemple, c'est dans la politique que la direction va mettre ses engagements. Cette politique est généralement rédigée par la direction qui définit une politique qui doit soutenir sa stratégie et qui définira également ses intentions et orientations. Cette politique va permettre plus tard de fixer les objectifs pour chaque processus ou pour tout le système de management afin de déterminer les cibles mesurables. Après avoir défini la politique, nous allons maintenant définir les objectifs. Les objectifs vont permettre de statuer sur la bonne marche de l'entreprise vis-à-vis de ses objectifs de développement. Pour établir les objectifs, nous pouvons passer par la méthode suivante. Nous allons dans la politique. Je prends par exemple la politique qualité. Nous regardons les différents axes de la politique. Et par rapport à ces axes de la politique, nous décortiquons chaque axe et nous donnons les objectifs vis-à-vis des différents axes. Nous venons ainsi de voir l'enchaînement des étapes qui conduisent à la définition des objectifs. Dans la suite du module, nous vous présenterons comment ou quel processus prendre pour se fixer des objectifs. Pour se fixer des objectifs, nous pouvons utiliser deux méthodes. Nous pouvons utiliser la méthode SMART ou ASMAC. La méthode SMART, qui signifie SMART pour S spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, a fait l'objet d'un document de formation sur le module 1. Et j'invite toute personne qui n'a pas eu à avoir ce document de consulter sa boîte mail, ou si malgré qu'il consulte sa boîte mail, il n'a pas toujours eu le document, il peut écrire en commentaire ou m'écrire directement sur ma page Facebook. Je l'enverrai les différents documents du module 1 sans souci. Et dans ce module, nous consacrons beaucoup plus au développement de la méthode ASMAC. La méthode ASMAC qui a le A pour ambitieux. L'objectif doit être ambitieux. Un objectif ambitieux est un astucieux mélange de désir et de réalisme. L'objectif ambitieux doit permettre le dépassement de soi. Il convient de savoir ce que l'on est en mesure de produire pour se fixer toujours un peu plus. L'objectif doit également être le S pour spécifique. L'objectif est-il bien défini? Voilà les questions auxquelles on doit se poser. Qu'est-ce qui est vraiment attendu dans cette mesure? Le paramètre variable doit être connu ainsi que sa méthode de détermination. Nous allons prendre par exemple deux exemples pour vous montrer que veut dire concrètement la spécificité. Je prends l'exemple 1, un objectif. 100% des candidatures doivent être déposées dans les délais. Cet objectif est spécifique car nous savons de quoi il s'agit concrètement et quel objectif ça vise. Nous allons prendre un autre exemple qui peut être les candidatures doivent être conformes. Cet objectif n'est pas spécifique car on n'a pas donné le critère de conformité. C'est pour ça qu'on dit l'objectif devra être spécifique. Et un troisième critère, l'objectif devra être mesurable. Un objectif mesurable fournit des informations factuelles et concrètes permettant la prise de décision. Nous pouvons prendre comme objectif mesurable 90% des produits livrés doivent être conformes au cahier de charge. En prochain critère, l'objectif doit être atteignable. Les rêves sont importants, mais ils doivent être tempérés par la réalité. Il ne sert à rien de se fixer des objectifs beaux, mais que l'on ne pourrait pas atteindre. L'idéal est de fixer des objectifs qui sont atteignables selon nos moyens et ressources mises en place. Et enfin, les objectifs doivent être compatibles. L'atteinte d'un objectif ne doit pas se faire au détriment d'un autre. Cette notion introduit la notion de développement durable avec le triangle vertueux. Maintenant, après avoir vu comment on définit et on fixe un objectif, nous allons prendre un exemple d'application. Dans l'exemple d'application, nous sommes basés plus sur un processus qualité, sur une entreprise qui veut mettre en marche une démarche qualité. Comme j'avais dit, pour pouvoir
définit un objectif, il est nécessaire que cela suive une méthodologie bien adaptée pour que son déploiement soit facile plus tard. Pour pouvoir définir un objectif, nous avons dit que premièrement, la direction, après avoir déterminé sa vision, sa mission, va déterminer la stratégie de l'entreprise. Après avoir déterminé la stratégie, elle va rédiger une politique qui soutient ses intentions et ses orientations. De cette politique va découler différents axes qu'on appelle les axes de la politique qualité. Et ces différents axes vont on va décortiquer pour voir quels sont les différents objectifs de chaque axe. Dans cet exemple d'application, nous avons pris une politique de qualité au hasard. Maintenant, l'axe de progrès était assurer le respect des délais convenus et la qualité des produits fournis. Nous avons maintenant défini deux objectifs. L'objectif 1, qui est le taux de conformité de production supérieur à 98% durant le premier semestre. Ici, nous rappelons que notre objectif a satisfait les 5 critères de la méthode ASMAC, c'est-à-dire il doit être atteignable, il est spécifique, il est mesurable, il est compatible. C'est un peu cela. Bon, lorsqu'on définit nos objectifs, nous devons nous efforcer dans la mesure que l'objectif applique soit la méthode SMART ou la méthode ASMAC. Le second objectif étant le nombre de retours de marchandises non conformes est inférieur à 8% durant 2020. C'est ainsi que s'achève cette première partie où nous avons défini, nous avons donné la méthodologie pour définir les objectifs et quel est le processus qui nous permet de fixer ces objectifs. Dans le suite et dans la troisième partie du module, nous verrons maintenant comment déployer les objectifs stratégiques précédemment définis. Pour cela, nous allons utiliser la méthode Oshin-Karin du célèbre professeur Ishikawa. Premièrement, qu'est-ce que la méthode Oshin-Karin? C'est ça que vous devez vous poser. La méthode Oshin-Karin est également appelée déploiement de stratégie. C'est une méthode permettant de s'assurer que les objectifs stratégiques d'une entreprise favorisent le progrès et les actions à tout niveau de l'entreprise. Cela élimine le gaspillage qui provient d'une direction incohérente et d'une mauvaise communication. La méthode Oshin-Karin s'efforce de faire en sorte que tous les employés travaillent dans la même direction au même moment. Pour ce faire, il aligne les actions de la société sur des plans cadres moyens et le travail effectué par tous les employés. Maintenant, nous allons voir comment mettre en œuvre la méthode Oshin-Karin. Pour mettre en œuvre la méthode Oshin-Karin, il faut suivre 4 étapes, à savoir, premièrement, nous allons créer un plan stratégique. Deuxièmement, nous allons développer les tactiques. Troisièmement, nous allons passer à l'action. Quatrièmement, nous allons réviser et ajuster. La première étape du Oshin-Karin consiste à créer un plan stratégique. Oshin-Karin commence par un plan stratégique, par exemple un plan annuel qui est élaboré par la direction pour promouvoir les objectifs à long terme de la société. Il est important que les objectifs aient pour point de départ la direction. Ce plan doit être soigneusement conçu pour traiter un petit nombre de problèmes critiques. Les éléments clés à prendre dans l'élaboration du plan stratégique sont les suivants. Ça veut dire, lorsque nous voulons établir notre plan stratégique, il est nécessaire qu'on l'établisse soigneusement et qu'on traite un petit nombre de problèmes critiques. Et lorsque nous élaborons ce plan, nous devons prendre en compte les aspects suivants. Premier aspect, on doit se concentrer sur les objectifs pertinents. Le simple fait d'écrire des objectifs peut créer un faux sentiment de progrès. Il est également courant de déduire que plus qu'il y a beaucoup d'objectifs, plus le progrès serait grand. Or, tel n'est pas le cas. En réalité, le but est exprimer l'intention. Je me répète cela. En réalité, seul but n'exprime que l'intention. Faire des choix est une partie difficile, mais vraiment nécessaire. Le second paramètre que nous devons prendre en compte, c'est l'efficacité d'abord.
Les objectifs stratégiques doivent être efficaces, c'est-à-dire prendre des mesures qui s'imposent pour amener l'entreprise au niveau supérieur. Si un objectif hmm, n'a pas un tel impact, il n'est probablement pas stratégique. Et en troisième lieu, évolution et révolution. Les objectifs peuvent être évolutifs ou révolutionnaires. En quatrième lieu, le consensus. Les objectifs stratégiques doivent être établis par la direction en étroite collaboration avec les cadres intérimaires. En troisième lieu, les indicateurs de performance. Les KPI fournissent les moyens de suivre le progrès accompli dans la réalisation des objectifs. Alors, il est important de choisir des KPI avec soin. Et en quatrième lieu, on posséder l'objectif. Chaque objectif doit avoir un propriétaire, un animateur qui possède les compétences et l'autorité nécessaires pour mener à bien l'objectif jusqu'à son terme. Ici, nous venons de voir comment créer un plan stratégique et quels sont les aspects à prendre en compte. Dans la seconde étape de la méthode Oshin-Kanri, nous allons développer les tactiques. Une fois que la direction est établie, son plan stratégique, au niveau des départements, les responsables des niveaux intermédiaires vont développer des tactiques qui vont permettre d'atteindre au mieux les objectifs définis par la direction. L'un des aspects les plus importants de ce processus est le catch-ball, un échange réciproque entre, les responsables des niveaux intermédiaires et la direction pour s'assurer que les objectifs sont bien compris et que la stratégie et les tactiques sont bien alignées et que les indicateurs de performance clés sont significatifs et pertinents. Les tactiques peuvent changer bien évidemment tout au long de la réalisation de la stratégie. La flexibilité et l'adaptabilité sont les caractéristiques importantes du processus. Par conséquent, il est utile d'avoir des revues de progression régulières. On peut par exemple faire ces revues de progression lors par exemple d'une revue de processus au cours desquelles les revues sont évaluées et les tactiques recalibrées. En troisième étape de la méthode Oshin-Kanri, nous allons passer à l'action. Une fois la direction établit les objectifs stratégiques, ils ont communiqué aux responsables des niveaux intermédiaires. Nous allons pouvoir passer à la étape qui consiste à passer à l'action. Au niveau de l'usine maintenant, les superviseurs et les chefs d'équipe élaborent les détails opérationnels pour mettre en œuvre la tactique exposée par les cadres moyens. C'est le niveau où les objectifs et les plans sont transformés en résultats. Par conséquent, les gestionnaires doivent rester étroitement liés à l'activité opérationnelle. En quatrième et dernière étape, il faut reviser et ajuster. Jusqu'à présent, les étapes se sont concentrées sur des cascades d'objectifs stratégiques à travers les niveaux de l'entreprise, de la haute direction jusqu'à l'usine. Les flux d'informations dans l'autre sens sont tout aussi importants. C'est-à-dire, nous avons vu dans les cas précédents, l'information était quittée de la direction. De la direction, on a vu les responsables des niveaux intermédiaires qui ont mis en place des tactiques. Après les responsables des niveaux intermédiaires, nous sommes passés au chef d'équipe et également aux superviseurs qui ont fait le déploiement opérationnel. Maintenant, nous allons voir maintenant la étape comment réviser et ajuster. L'information remonte maintenant en haut de chaîne. C'est ça qui va permettre de créer un système de boucle fermé permettant le contrôle et le réglage de l'ensemble du processus. Les progrès doivent être suivis en permanence et examinés officiellement de manière régulière, par exemple tous les mois. Ces points de contrôle d'avancement offrent une possibilité d'ajustement des tactiques et des détails opérationnels associés. Ici prend fin les différentes étapes qui constituent le déploiement des objectifs stratégiques, c'est-à-dire après que l'on ait défini et fixé nos objectifs, nous allons maintenant voir comment transformer ces objectifs stratégiques en objectifs opérationnels. Tel était le but de la méthode que je vous ai présentée actuellement, la méthode Oshin-Kanri. J'ai montré comment on peut passer des objectifs stratégiques qui ont été fixés par la direction jusqu'à l'usine. Car il est important que cet objectif
les objectifs opérationnels s'alignent aux objectifs stratégiques pour pouvoir plus tard établir un système de pilotage véritablement performant et efficace. Nous allons maintenant aborder un point très important de la méthode Oshin-Kanri qui consiste à l'adhésion. Les gens fonctionnent mieux quand ils ont un but, quand ils comprennent non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi c'est important. L'un des avantages de Oshin-Kanri est qu'il peut aider à cet objectif. Fournir une orientation et une motivation vers des objectifs spécifiques est important. Il est donc utile de s'efforcer de créer une vision commune du plan stratégique et des tactiques associées. Par là, nous voulons mettre en avant l'implication du personnel dans toute démarche que nous comptons mettre en œuvre, que ce soit une démarche qualité, une démarche santé, sécurité, une démarche environnement. Le personnel fait partie des parties intéressées les plus pertinents dans le système de management. Donc, il est très nécessaire que dans toute action que nous voulons mener, nous impliquons le personnel. Et nous devons également nous assurer que le plus grand nombre possible d'employés ont la possibilité de comprendre pourquoi les objectifs stratégiques sont importants et comment la tactique et les détails opérationnels soutiennent ces objectifs. Maintenant, nous allons voir quelques causes à l'origine des échecs des actions d'amélioration. Les actions d'amélioration que nous entamons peuvent échouer dans les circonstances suivantes. Premièrement, les moyens à disposition sont insuffisants. C'est-à-dire, par exemple, nous avons un manque de ressources humaines, matérielles ou informationnelles. Cela constitue un frein à la mise du plan d'action d'amélioration. Secondairement, les actions du passé se répètent. C'est-à-dire, l'entreprise refait les mêmes choses qu'elle faisait à l'année N-1. Et troisièmement, la planification des actions n'a pas été assez approfondie. Nous sommes principalement focalisés sur les aspects superficiels. Nous ne sommes pas entrés plus en profondeur. Et en dernière position, la méthode de déploiement des objectifs n'a pas été efficace. C'est pour cela que j'ai tenu à aborder lors de cette formation la méthode Oshin-Kanri, car il ne sert presque à rien de définir des objectifs stratégiques par la direction qui ne sont pas compris au niveau de l'usine, car la direction aura beau définir les objectifs stratégiques, elles seront mises en œuvre au niveau de l'usine. D'où le fait que j'ai décidé de mettre cette méthode dans mon module de formation. Je tiens à rappeler que cette méthode est plus détaillée dans un des modules, dans un des supports de formation que j'ai mis à disposition de tous ceux qui se sont abonnés et qui ont laissé leur adresse email en commentaire. J'ai mis 3 documents rien que pour ce premier module. Vous recevrez demain matin les documents relatifs au second module. Les 3 documents que j'ai mis, c'est comment aligner la vision, la stratégie et les objectifs. Le second module, c'est la méthode de déploiement stratégique de Oshin-Kanri. Et le troisième module, c'est la méthode SMART. Et j'ai également mis un quatrième support de formation qui montre comment définir les tableaux de bord avec Excel. Cela va vous permettre de vous entraîner avant qu'on arrive au 5e module qui consiste à la méthodologie de conception des tableaux de bord avec Excel. Nous vous invitons à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux à travers notre page YouTube QSHE Academy, également sur notre page Facebook QSHE Academy. Vous pouvez également consulter notre site web Whitebook Consulting en QSE. Nous comptons développer un compte, un groupe Telegram pour que vous puissiez accéder à tous les documents de formation que nous avons déjà eu à mettre en ligne. Nous vous invitons également à vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un pouce bleu, si vous avez aimé la vidéo et à partager la vidéo à vos proches, car notre but et notre vision première est de rendre l'information QHSE accessible à tous. C'était Wadbo Yvan de la chaîne QHSE Academy. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à mettre en commentaire de la vidéo vos suggestions et appréciations ainsi que toutes vos différentes questions.
N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir la suite de la formation et lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Nous prenons rendez-vous demain à 17 h pour le second module de la formation qui est intitulé Définir les indicateurs pertinents pour mesurer l'efficacité de son système de management. Je vous dis demain à 17 h. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo si vous avez aimé.